Le téléphone a sonné à 14h15 précise un jeudi. J'étais assise à mon îlot central dans la cuisine, savourant un café noir tout en vérifiant mon budget mensuel. Je m'appelle Françoise, j'ai 65 ans, je suis veuve depuis 5 ans et je suis une ancienne comptable. J'ai toujours aimé les chiffres. Ils ne mentent pas et ils ne vous cachent jamais rien. Quand le nom de ma fille Camille est apparu sur l'écran, j'ai répondu immédiatement. Je m'attendais à ce qu'elle me demande de garder mes 2 petits-enfants ce week-end. Au lieu de cela, sa voix semblait tendue, pressée et volontairement décontractée. « Salut maman. Je t'appelle juste pour te dire que nous avons déménagé au Portugal hier. Nous sommes sur la route en ce moment même. J'ai oublié de te le dire. » Le silence est devenu total dans la cuisine. J'ai fixé la tasse en céramique dans ma main. Le Portugal ? C'était à plus de 1500 km de là. Elle emmenait mes petits-enfants à l'autre bout de l'Europe et elle lançait cela dans la conversation comme si elle avait oublié d'acheter du lait. « Vous avez changé de pays ? » ai-je demandé, en gardant une voix parfaitement calme. « Oui, les parents de Julien nous ont trouvé une location près de chez eux. Tout est allé si vite, maman. Tu sais comment c'est quand on fait les cartons. On a juste oublié d'appeler. » Personne n'oublie de dire à sa mère qu'il déménage à l'étranger. On le cache parce qu'on ne veut pas de discussion ou parce qu'on s'en fiche tout simplement. J'ai entendu son mari Julien en arrière-plan lui dire de se dépêcher pour qu'il puisse aller manger. J'ai pris une lente inspiration. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement vu la situation pour ce qu'elle était exactement. Je vois, ai-je répondu doucement. Eh bien, bonne chance ma puce. J'ai raccroché le téléphone. Je n'ai pas attendu qu'elle dise au revoir. J'ai posé l'appareil face contre terre sur le comptoir en granit. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Si elle était assez indépendante pour traverser l'Europe sans me le dire, elle était assez indépendante pour payer sa propre vie. J'ai passé 35 ans à tenir les comptes d'une entreprise de logistique. Je sais comment suivre chaque centime. Depuis 3 ans, j'étais le filet de sécurité silencieux pour Camille et Julien. Je ne le faisais pas pour eux. Je le faisais pour m'assurer que mes petits-enfants aient une vie stable. J'ai ouvert mon portail bancaire principal. Le premier élément sur la liste était la carte de crédit partagée. J'avais ajouté Camille comme utilisatrice autorisée à la naissance de son premier enfant, uniquement pour les courses et les urgences. Au cours de l'année dernière, ces urgences s'étaient transformées en dîner au restaurant, en frais de golf pour Julien et en essence premium pour le SUV de Julien. Le mois dernier seulement, elle avait dépensé 800 € sur mon compte. J'ai cliqué sur l'onglet des paramètres, trouvé son nom et sélectionné supprimer l'utilisateur autorisé. Une coche verte a confirmé l'action. C'était fait. Ensuite, il y avait le forfait mobile familial. J'avais gardé Camille et Julien sur mon forfait illimité pour leur faire économiser de l'argent pendant qu'ils épargnaient pour une maison. Visiblement, ils avaient assez épargné pour partir au Portugal. Je me suis connectée au site de mon opérateur. En 3 clics, j'ai suspendu leurs 2 lignes. Le cycle de facturation se terminait dans 2 jours. Après cela, leur téléphone serait entièrement déconnecté. Juste au moment où je fermais le navigateur, ma porte d'entrée s'est déverrouillée. C'était mon fils, Benoît. Il a 2 ans de plus que Camille, c'est un homme pragmatique qui travaille comme professeur de SVT dans un lycée. Il est entré dans la cuisine, a regardé mon visage et s'est arrêté. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ? » « Ta sœur a déménagé au Portugal hier, ai-je dit en buvant une gorgée de mon café refroidi. Elle vient de m'appeler pour me le dire. Elle a oublié de le mentionner. Benoît a froncé les sourcils en tirant un tabouret. Elle a quoi ? Tu plaisantes ? Non, ai-je répondu. Mais je viens de me souvenir de mettre à jour mes finances. Après le départ de Benoît, j'ai marché dans le couloir jusqu'à la chambre d'amis. Je l'appelais la chambre des petits parce que je la gardais équipée pour mes petits-enfants. Des jouets, un petit berceau, un lit d'enfant et toute une garde-robe de vêtements que j'avais acheté pour eux. J'ai poussé la porte et je me suis arrêtée net. Le coffre à jouets était à moitié vide.
Les bons manteaux d'hiver que je leur avais achetés le mois dernier avaient disparu. Les coups de bébé coûteux manquaient sur la table de chevet. J'ai réalisé alors que Camille avait méthodiquement vidé cette pièce lors de ses dernières visites du dimanche. Elle venait, laissait les enfants jouer et glissait discrètement mes biens dans son coffre. C'était calculé. Elle savait qu'elle partait pour longtemps et elle a utilisé ma maison comme un magasin gratuit avant de quitter la ville. J'ai ressenti une brève bouffée de chaleur dans ma poitrine. Pas de la tristesse, du dégoût. Je ne me suis pas assise sur le lit pour pleurer les jouets disparus. Au lieu de cela, je suis allée au garage et j'ai pris une pile de sacs poubelles résistants. Je suis retournée dans la chambre et j'ai commencé à la vider. J'ai défait les lits, plié les derniers jouets bon marché dans un carton de don et décroché les rideaux avec des dessins animés. S'ils étaient partis, cet espace m'appartenait à nouveau. Je voulais une salle de couture et de lecture depuis 5 ans, mais je gardais cet espace pour une fille qui ne pouvait même pas me regarder dans les yeux pour me dire au revoir. Au coucher du soleil, la pièce était complètement nue. L'effort physique m'avait fait du bien. Cela m'avait vidé l'esprit. Juste au moment où je fermais le dernier sac de dons, mon iPad a sonné depuis la cuisine. Je suis sortie et j'ai regardé l'écran. C'était une alerte à la fraude de ma banque. Transaction refusée, 145 € dans une station-service à Hendaye, près de la frontière espagnole. J'ai souri, j'ai éteint l'écran et je suis allée préparer le dîner. L'appel est arrivé à 19h30. C'était Camille. J'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher. Maman, tu as fait quelque chose à la carte de crédit. Sa voix était paniquée, empreinte d'agacement. Nous sommes dans une station-service à la frontière et elle ne cesse d'être refusée. Julien est furieux. Je n'ai rien fait à la carte, ai-je répondu calmement en essuyant mes comptoirs. Je t'ai simplement supprimé des utilisateurs autorisés. Tu as quoi? Pourquoi? Nous avons besoin de faire le plein. Tu as déménagé dans un autre pays, Camille. Tu ne m'as pas consulté, tu ne m'as pas prévenu et tu as pris des objets chez moi sans demander. Les adultes qui s'installent à l'étranger gèrent leur propre argent pour l'essence. J'ai entendu du mouvement sur la ligne, puis la voix de Julien a résonné dans le haut-parleur. Françoise, tu es sérieuse là? Nous avons tes petits-enfants dans la voiture. Il utilisait toujours les enfants comme bouclier. C'était sa tactique préférée pour me faire ouvrir mon portefeuille. Julien, ai-je dit d'un ton parfaitement plat. Tu es un homme de 32 ans. Si tu as entassé ta famille dans une voiture pour faire 1500 km sans avoir assez d'argent sur ton propre compte bancaire pour acheter de l'essence, c'est ton échec, pas le mien. Nous avons un budget serré à cause du déménagement, tu es censé nous aider, a-t-il crié. J'étais heureuse de vous aider quand nous étions une famille qui communiquait. Maintenant, vous êtes indépendant. Bonne chance sur la route. Ne me raccroche pas au. J'ai appuyé sur le bouton rouge. La maison était merveilleusement calme. J'ai mis un peu de jazz doux, je me suis versé un verre de vin rouge et je me suis assise sur ma terrasse. Pour la première fois depuis des années, je ne m'inquiétais pas de leurs problèmes. Le lendemain matin, je me suis réveillée en me sentant étonnamment légère. J'ai fait une liste de chaque lien munissant au foyer de ma fille. Il restait un gros élément, l'assurance automobile. Il y a 3 ans, je leur avais donné mon ancien Renault Captur quand j'avais acheté une nouvelle berline. J'avais transféré la carte grise au nom de Camille, mais comme Julien avait un mauvais dossier de conduite, j'avais gardé le véhicule sur ma police d'assurance pour que leur tarif reste gérable. Je payais 200 € par mois juste pour assurer une voiture qui filait actuellement vers le sud. J'ai appelé mon agent d'assurance à 9h pile. Bonjour Sarah, c'est Françoise. Je dois retirer un véhicule de mon contrat aujourd'hui. La Renault. À 9h15, la voiture n'était officiellement plus assurée sous mon nom. J'ai envoyé un bref SMS à Camille. L'assurance de la Renault a été résiliée ce matin. Vous devrez souscrire votre propre contrat immédiatement. Je savais qu'elle ne le verrait pas tout de suite. Comme prévu, l'opérateur mobile avait coupé leur service à minuit. À moins qu'ils ne trouvent un café avec un accès Wi-Fi gratuit, leur téléphone était actuellement des presse-papiers coûteux.
Le silence de leur côté était d'or. J'ai passé l'après-midi à la jardinerie pour acheter du terreau et de nouveaux pots pour mon patio arrière. J'avais toujours précipité mes week-ends, étant constamment de garde pour les urgences de Camille. Maintenant, je prenais mon temps. J'ai discuté avec le pépiniériste, j'ai bu une citronnade au soleil et j'ai réalisé à quel point j'avais gaspillé mon énergie dans une relation à sens unique. Quand je suis rentrée, Benoît m'attendait dans l'allée. Il tenait une grande caisse à outils en métal. « C'est pourquoi ?» ai-je demandé. « Je change tes serrures », a dit Benoît en marchant vers la porte d'entrée. Camille a toujours une clé. Et connaissant Julien, ils s'attendront à revenir ici dès que les choses deviendront difficiles. J'ai hoché la tête. Tu es un bon fils, Benoît. Une fois les nouveaux verrous installés, je me suis tournée vers le garage. Julien utilisait mon garage double comme son unité de stockage personnel depuis 2 ans. La moitié de l'espace était encombrée de ses outils électriques lourds, de vieux pneus, d'un banc de musculation cassé et de cartons de décoration saisonnière que Camille ne voulait pas voir encombrer son appartement. Je leur avais demandé 5 fois de tout enlever. Ils avaient toujours une excuse. Je ne suis pas un centre de stockage gratuit. J'ai pris des photos du banc de musculation, des outils et des pneus. J'ai créé un compte sur une application de quartier et je les ai publiés sous un titre simple, « Vide maison tout doit partir aujourd'hui espèce uniquement ». J'ai fixé des prix pour que tout se vende immédiatement. 10 € pour le banc, 50 pour toute la caisse d'outils. En 1 heure, mon allée était un marché animé. Un jeune couple a acheté les outils. Un étudiant a pris le banc. À 15 heures, la moitié des affaires de Julien étaient parties et j'avais 150 € en poche. Le reste des objets inutiles, lampes cassées, vieux vêtements, cartons vides, je les ai traînés sur le trottoir. J'ai planifié un ramassage des encombrants avec la mairie pour le lundi matin. J'ai balayé le sol du garage. J'ai garé ma voiture à l'intérieur avec beaucoup de place pour circuler. J'ai regardé le béton propre et j'ai respiré l'odeur de poussière et d'huile de moteur. J'avais l'impression de reconquérir mon territoire mètre carré par mètre carré. Ils avaient considéré ma générosité comme acquise, traitant ma maison comme une extension de leur propre propriété. Ils voulaient partir en pleine nuit sans prévenir, très bien. Mais ils laissaient tout derrière eux, y compris les privilèges de faire partie de ma famille. C'était dimanche après-midi quand Camille a enfin trouvé un moyen de me joindre. L'identifiant de l'appel affichait un numéro étranger. C'était Martine, la mère de Julien. J'ai répondu. « Maman, c'est moi. » La voix de Camille est arrivée, chargée de colère et de larmes. Elle utilisait le téléphone de sa belle-mère via le Wi-Fi. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Nos téléphones sont coupés. Nous avons dû acheter des cartes prépayées juste pour utiliser le GPS et tu as coupé l'assurance. Si on se fait arrêter, on est ruiné. Tu aurais dû penser à la logistique avant de déménager, ai-je dit en organisant mon étagère à épices. Tu punis tes propres petits-enfants, a-t-elle crié. Nous dormons dans le sous-sol des parents de Julien. Il fait un froid de canard. Nous n'avons pas d'argent pour les courses parce que tu as coupé la carte. Camille, ai-je interrompu, ma voix descendant d'une octave. Ne joue pas la victime. Tu as planifié ce déménagement pendant des semaines. Tu as volé des objets dans ma chambre d'amis. Tu as laissé ton mari me manquer de respect. Tu n'as même pas eu la décence de dire au revoir. Tu m'as traité comme un distributeur de billets que tu débranches quand tu as fini de t'en servir. Ce n'est pas juste. Les parents de Julien nous ont promis un logement gratuit. On devait tenter notre chance. Alors les parents de Julien peuvent acheter vos courses, ai-je répliqué. Tu les as choisis eux. Tu as choisi cela. Je respecte simplement ton indépendance. Si tu ne rétablis pas les téléphones, tu ne reverras plus jamais tes petits-enfants, a-t-elle menacé. L'ultime carte de chantage. J'ai marqué une pause, tenant un pot de cannelle. J'aimais ces enfants, mais je connaissais le jeu. Si je cédais au chantage émotionnel maintenant, je paierais pour cela jusqu'à ma mort. C'est ton choix en tant que mère, ai-je dit calmement. Mais je ne me laisserai pas extorquer. Adieu, Camille.
J'ai raccroché et bloqué le numéro de Martine. 2 semaines ont passé sans un mot. Ma vie s'est installée dans une belle routine tranquille. Je suis allée à l'aquagym. J'ai dîné avec Benoît et sa femme. J'ai fini 3 livres. Mon compte bancaire, habituellement vidé par les petites urgences de Camille, était florissant. Puis, un mardi, Benoît est venu prendre le café. Il m'a regardé par-dessus l'îlot de cuisine en secouant la tête. « Tu ne vas pas croire ça », a dit Benoît. Camille vient de m'appeler en pleurant. Ah bon? Le sous-sol des parents de Julien a été inondé? Ai-je demandé d'un ton sec. Pire. Les parents de Julien leur ont menti. Ils ont dit à Julien qu'il pouvait vivre là-bas gratuitement, mais hier Martine a exigé 1 000 € pour le loyer et les charges. Julien n'a pas encore de travail. Camille panique. J'ai pris une lente gorgée de mon café. Je vois. Elle m'a demandé de te demander un prêt, a dit Benoît, l'air légèrement dégoûté. Juste 2 000 € pour qu'ils puissent prendre leur propre appartement. Elle dit qu'elle a trop peur de t'appeler directement. Dis-lui que ma banque est fermée, ai-je déclaré. Cet après-midi-là, j'ai regardé mes économies. Sans les ponctions quotidiennes de Camille, j'avais un surplus. Au lieu de transférer une somme à une fille qui n'appréciait que mon portefeuille, je me suis connectée à un site de voyage. J'ai réservé un circuit de 10 jours en Italie, en Toscane. Vol en première classe, beaux hôtels. J'ai payé la totalité. J'avais passé toute ma retraite à servir les autres. Il était temps que je voie le monde. Quand Benoît a envoyé ma réponse à Camille, ma banque est fermée, elle n'a pas répondu. Je savais exactement ce qui se passait dans ce sous-sol exigu au Portugal. La réalité s'imposait. 6 semaines plus tard, je préparais ma valise pour l'Italie. La sonnette a retenti. Je n'attendais aucun colis. Je suis allée à la porte d'entrée et j'ai regardé par le Judas. Debout sur mon perron, l'air épuisé et débraillé, se trouvaient Camille et Julien. Les enfants étaient assis sur les marches, l'air fatigués. Ils avaient fait tout le trajet de retour. J'ai déverrouillé la porte en bois, mais j'ai gardé la lourde porte de sécurité grillagée fermement fermée et verrouillée. J'ai ouvert la vitre pour leur parler. « Bonjour », ai-je dit. Camille a semblé stupéfaite de voir une grille verrouillée entre nous. Elle a secoué la poignée. « Maman, laisse-nous entrer. Nous sommes épuisés. Nous avons conduit pendant 2 jours d'affilée. Pourquoi êtes-vous ici, Camille? Le Portugal n'a pas fonctionné. Julien s'est violemment disputé avec son père. Ils nous ont mis dehors. Nous devons rester ici quelques semaines jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Ma clé ne fonctionne pas. J'ai changé les serrures, ai-je dit froidement. Julien s'est avancé, furieux. Françoise, ouvre la porte. Nous vivons ici pour l'instant et je dois aller au garage pour prendre mes outils afin de trouver du travail. Tes outils sont partis, Julien, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Je les ai vendus il y a 1 mois. Avec les poids et les cochonneries que tu as laissées sur ma propriété. Sa mâchoire s'est décrochée. Tu as vendu mes affaires. Tu as abandonné tes affaires quand tu as fui le pays sans prévenir, l'ai-je corrigé. Et non, vous n'habitez pas ici. C'est ma maison. Camille a fondu en larmes. Maman, s'il te plaît. Nous n'avons rien. Les enfants sont fatigués. Où sommes-nous censés aller? Vous êtes des adultes. Vous allez trouver une solution. Ils sont restés sur mon perron pendant encore 10 minutes en essayant toutes les tactiques. Julien a crié, Camille a pleuré. Ils ont essayé de pousser les enfants en avant pour me faire culpabiliser. Je suis simplement restée sur mes positions, mes mains reposant calmement sur la poignée intérieure de la porte de sécurité. Vous pouvez les emmener dans un motel, ai-je dit. Il y a un hôtel bon marché près de l'autoroute. Demain, si vous êtes calme, vous pourrez emmener les enfants dans un parc et je leur paierai le déjeuner. Mais aucun de vous 2 ne dort sous ce toit ce soir, ni aucune autre nuit. Camille m'a fixée. Pour la première fois de sa vie, elle a réalisé que je ne céderais pas. Le filet de sécurité avait été définitivement retiré. Elle a regardé Julien,
vaincue. « Viens », lui a-t-elle murmuré. « Elle ne nous laissera pas entrer. » Julien m'a lancé un regard noir en marmonnant entre ses dents, mais il s'est retourné. Ils ont rassemblé les enfants et ont marché lentement vers leur voiture. J'ai regardé leur feu arrière s'estomper au bout de la rue. Je ne me sentais pas coupable. Je ressentais un immense sentiment de soulagement. Le lendemain, je les ai retrouvés dans un parc local. J'ai acheté des sandwichs à mes petits-enfants et j'ai joué avec eux sur les balançoires. J'ai traité Camille et Julien comme de lointaines connaissances. Je n'ai pas offert un centime pour leur chambre de motel. Je n'ai pas donné de date pour le moment où ils seraient pardonnés. Une semaine plus tard, Benoît m'a dit qu'ils avaient loué un petit appartement délabré en bordure de ville et que Julien avait été forcé de prendre un emploi au SMIC dans un magasin de bricolage juste pour payer le loyer. Camille a dû prendre des gardes de nuit dans une brasserie. Ils apprenaient enfin comment fonctionne le monde réel. Quant à moi, je me suis envolée pour l'Italie. Je me suis tenue face à la mer Méditerranée, sentant le vent chaud contre mon visage, entièrement en paix. J'étais une mère, une grand-mère et une veuve. Mais plus important encore, j'étais enfin ma propre priorité. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire, tant pour vous-même que pour vos enfants adultes, est d'arrêter d'amortir le choc de leur propre choix. Nous confondons souvent l'amour inconditionnel avec le sacrifice financier et émotionnel sans fin. Mais l'amour véritable doit inclure le respect, et le respect exige des limites. Prendre du recul n'est pas une question de vengeance ou de punition. Il s'agit de protéger votre paix et de leur donner l'espace dont ils ont besoin pour enfin grandir. Cette histoire nous rappelle une vérité fondamentale mais souvent difficile à accepter pour les parents. Le rôle d'un parent n'est pas de porter le poids des erreurs de ses enfants éternellement, mais de leur donner les outils pour devenir responsables de leur propre vie. Françoise n'a pas agi par méchanceté ou par rancœur, mais par nécessité de préservation de soi. Trop souvent, dans nos sociétés modernes, la générosité des parents est perçue comme un acquis, un droit inaliénable qui ne demande aucune gratitude en retour. Camille et Julien représentaient cette génération qui, par confort ou immaturité, oublie que le respect est la base de toute relation, même familiale. En coupant les vivres et en changeant les serrures, Françoise a offert à sa fille le plus grand cadeau possible, la confrontation avec la réalité. C'est uniquement dans l'adversité que l'on découvre ses propres ressources. La leçon ici est claire, les limites ne sont pas des murs pour exclure, mais des barrières pour protéger son intégrité mentale et financière. L'amour ne doit jamais être synonyme de soumission ou d'exploitation. En choisissant de s'offrir ce voyage en Italie, Françoise a affirmé que sa vie de retraitée n'était pas une simple extension de celle de ses enfants, mais un chapitre à part entière qu'elle mérite de vivre pleinement. Et vous, qu'en pensez-vous ? Trouvez-vous que Françoise a été trop dure avec sa fille en lui refusant l'entrée de sa maison, ou pensez-vous qu'elle a eu raison de tenir bon pour leur apprendre la responsabilité ? Auriez-vous eu le courage de fermer la porte à votre propre famille pour protéger votre tranquillité ? Dites-moi ce que vous feriez à sa place dans les commentaires, votre avis m'intéresse énormément.